Moi, j'ai considéré que actionner le levier fiscal a été un actionnement finalement un peu trop facile et n'a pas fait suite à un travail interne qui aurait dû être mené de façon approfondie sur la recherche d'économie, la recherche d'optimisation de l'organisation, dans une communauté d'agglos qui s'est constituée très rapidement en intégrant un nombre de compétences très important et de façon très centralisée. Forcément, les effectifs ont augmenté de façon importante et après 3 ans et demi, 4 ans de mise en place, c'était peut-être temps, d'autant que nous sommes en début de mandat, de nous poser la question de l'efficacité maximale, de l'optimisation maximale de l'organisation actuelle et de réfléchir à s'il n'y avait pas une solution plus optimale, porteuse d'économie, qui aurait pu nous éviter d'avoir à aller lever de l'impôt, en tout cas à un niveau aussi élevé que la décision qui a été prise. D'après toi, quelles sont les sources d'économie qui peuvent être réalisées? Il faut rentrer dans les détails, ça doit faire l'objet d'un audit, certainement avec une société externe qui pourra affiner et qui pourra regarder le caractère optimum de l'organisation au regard des priorités qu'il faut se donner, mais il y a aussi effectivement ce travail de priorisation à effectuer, d'adaptation aussi des politiques publiques et de l'approche sur les différents territoires. Je pense que la façon de traiter une problématique ou un usager n'a pas forcément à être identique si on est à Tardets, Larot, Cambo-les-Bains ou Hendaye ou Bayonne, parce que les réalités du territoire et les besoins sont différents, et donc la recherche d'un traitement différencié peut aussi se faire à l'aune de l'efficacité service rendu, coût impactant l'agglomération. Et puis il y a aussi beaucoup de prestations externes, de leviers encore sur lesquels la communauté d'agglo peut agir pour pouvoir minimiser au maximum ses frais de fonctionnement. Sachant que la maîtrise des frais de fonctionnement est un élément clé sur la capacité d'investissement de la communauté d'agglo et donc sa capacité à mener à bien les projets structurants pour le territoire, puisque c'est l'excédent de fonctionnement que nous pouvons dégager ou pas qui permet derrière d'avoir des marges de manœuvre supplémentaires ou pas sur le volet budget d'investissement. Tu associes centralisation, système centralisé, à dépenses inutiles, ou en tout cas optimisables. Voilà. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? J'ai le sentiment que la centralisation forte qui a caractérisé les premières esquisses d'organisation de ces premières années de l'agglo, au contraire d'aller rechercher des synergies, de l'autonomisation des pôles, des systèmes de fonctionnement plus polyvalents, ont créé une surstructure administrative qui engendre à la fois de la lourdeur et donc du temps perdu c'est de l'argent perdu, et puis certainement aussi certaines fonctions qui sont probablement en doublon. C'est un sentiment, c'est un ressenti de beaucoup d'élus du Pays Basque intérieur. C'est évidemment à affiner à travers un véritable audit mené par des experts en la matière, qui pourra certainement être affiné et contredit. Mais il y a quand même ce sentiment-là que l'hypercentralisation a engendré une macro-structure qui est optimisable. Il y a l'exemple de certains maires qui demandent des infos, qui veulent avoir des décisions prises et qui comparent ce qui existait autrefois avec un pôle qui était plus proche, qui avait des réponses rapides, à la réalité actuelle où effectivement le temps est beaucoup plus long, où les décisions sont plus lentes. Voilà. Est-ce que ça rentre en compte dans le côté efficacité ou inefficacité du modèle? C'est évident. Aujourd'hui, les directions centrales se sont organisées avec une certaine forme de silo. Il y a un certain niveau d'étanchéité entre elles qui engendre une absence de fluidité de communication, de partage d'informations, de partage d'expériences, qui fait que sur chaque réunion un peu transverse, 2, 3, 4, 5 représentants de différentes directions doivent être présents. Tout ça alourdit les processus de décision et donc engendre des surcoûts nécessairement. C'est vrai que dans des
plus petites intercommunalités qui étaient les intercommunalités d'avant la création de la CAPB. Les maires avaient l'habitude de s'adresser à une forme de guichet unique et avec un caractère assez polyvalent des agents en face, avec un niveau de réactivité qu'ils ne retrouvent plus. Il faut pouvoir combiner les deux objectifs, c'est-à-dire avoir des directions centrales qui sont capables de travailler sur le long terme, sur la stratégie, s'assurer de la coordination et de l'équilibre territorial au sens très large du terme, et en même temps pouvoir préserver cette polyvalence et cette réactivité, cette agilité qui était avant dans les intercommunalités et qu'on devrait retrouver au sein des pôles. Au final, on se retrouve avec la notion que le PNB assène, qui est important pour lui, qui est celle de la subsidiarité, faire au plus proche, là où on est, dans les domaines où on est le plus efficace. On en revient à cela finalement. On est loin de la remise en cause évidemment d'une communauté Pays Basque, mais plus, on raisonne plus là en termes d'efficacité, quoi. On est absolument convaincu que l'institution unique sera la seule porteuse de projets et de stratégies d'avenir pour l'ensemble du territoire et peut être la garante de la meilleure forme de solidarité entre le Pays Basque intérieur et la zone littérale qui bénéficie, heureusement pour elle, d'une attractivité que l'intérieur n'a pas. Mais en revanche, effectivement, la subsidiarité est le meilleur garant de l'agilité, de la réactivité, de la proximité et de l'adaptation de la réponse aux réalités d'un territoire qui se caractérise par sa diversité. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, la plupart des organisations humaines, qu'elles soient économiques, qu'elles soient associatives, qu'elles soient humanitaires, culturelles, s'inspirent beaucoup de ces principes-là et se caractérisent de plus en plus par un niveau d'autonomie très très fort des niveaux les plus proches du terrain. Bien sûr, pour aller au plus vite. Ouais. On parle d'augmentation de 8% des frais de fonctionnement. Donc effectivement, on se retrouve à une augmentation des dépenses importantes. À quoi c'est imputable? Alors, il y a des prises de compétences supplémentaires, certainement. Il y a aussi une forme de décalage de certains frais de fonctionnement qui auraient pu être impactés ou imputés sur l'année 2020, mais qui se répercutent sur 2021 à cause de la crise sanitaire. J'ose espérer que ce n'est pas lié au fait que la loi 2020 sur le Covid a arrêté les engagements de non-dépassement de 1,2% avec l'État, les fameux accords Cahors, et que la communauté d'agglo n'en a pas profité pour pousser le curseur un peu plus loin que ce qui aurait dû. La loi de 2020 exonère les intercommunalités de payer ce genre de déplacement, puisque l'État a considéré qu'à situation exceptionnelle, les déplacements exceptionnels pouvaient être admis. Si j'ai bien compris, vous estimez entre 70 € et 120 € l'augmentation des taxes pour les habitants du Pays Basque. Voilà. Est-ce que tu peux en dire davantage? Voilà, le chiffre officiel qui est lancé par rapport à la multiplication par 10 quasiment du taux sur le foncier bâti indique une moyenne de taxation de 27 €. Pour l'avoir vérifié avec plusieurs maires de mon pôle sur des foyers fiscaux classiques de nos territoires, c'est plutôt entre 70 et 110 €, auquel il faut ajouter la taxe GEMAPI, qui va aussi impacter les ménages, pour lesquels les services ont estimé qu'elle s'élèverait à 40 €. Donc c'est pour ça que je dis que la fourchette est plutôt entre 70 et 120, 130 € pour les habitants de ce territoire, ce qui nous semble considérable, en particulier dans le contexte actuel. Le monde économique également est actuellement très présent. Voilà. Sur ce dossier-là, voilà, comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait que le territoire, le monde entier, est en train de traverser probablement la crise la plus importante de son histoire depuis l'après-guerre. L'État français a décidé de favoriser la relance en maintenant certaines décisions de suppression de taxes, c'était la taxe d'habitation pour les ménages, en décidant également de diminuer de moitié les impôts de production à travers la contribution foncière des entreprises. La décision fiscale aujourd'hui de la communauté d'agglo sur le taxe sur le foncier bâti et du syndicat des mobilités qui induit un quasi-doublement du versement mobilité au 1er janvier va être
à mes yeux, une très mauvaise réponse au contexte économique actuel et une très très mauvaise réponse à la nécessité de sauvegarder l'emploi. Parce que doubler le versement mobilité qui est exclusivement basé sur la masse salariale risque de donner un coup fatal à la création d'emplois. On parle de plus de 160 millions d'euros d'investissement et vous dénoncez un peu l'opacité des affectations de ces investissements, en tout cas au niveau territorial. Voilà, est-ce que tu peux en dire plus? Effectivement, ces 166 millions correspondent en très grande partie à des programmes d'investissement qui avaient été lancés sur la mandature précédente et qui n'avaient pas pu être exécutés pour des raisons techniques, temporelles, d'organisation, probablement de jeunesse également dans la communauté d'Aglo. L'année 2020, année du Covid, n'a pas forcément facilité la chose non plus et la communauté d'Aglo n'y peut rien. Mais nous sommes toujours en attente alors que nous avons été de nombreux élus à la réclamer déjà depuis novembre dernier, d'avoir une territorialisation des investissements qui ont été réalisés depuis la création de l'Aglo. En gros, savoir par pôle comment savoir distribuer. Par pôle et par politique publique, mais également de façon macro, de façon consolidée, parce que le budget de l'Aglo est composé d'un budget principal, mais aussi d'une quantité très importante de budgets annexes, et d'avoir une vision à la fois macro et détaillée, territorialisée et par politique publique, pour avoir toutes les clés de lecture et toutes les clés de compréhension qui nous permettraient de faire des arbitrages budgétaires en toute connaissance de cause. Ce n'est pas pour opposer un territoire à l'autre, ce n'est pas du tout le but, mais c'est pour avoir cette information-là. La communauté d'Aglo nous informe très facilement du potentiel fiscal de chacun des territoires, en soulignant que 50% quasiment du potentiel fiscal est sur le territoire de l'ancien Agba. Nous sommes aussi en droit de savoir où a été investi l'argent. Miloš Carpeio, Jetas, pour toutes ces données,